C'est un pilier crucial du développement économique pour de nombreux pays. Le tourisme est essentiel, mais il peut aussi être néfaste pour la planète. Alors comment voyager autrement? Un tourisme éco-responsable est-il possible face au tourisme de masse? Décryptage dans ce grand angle en cette journée mondiale dédiée au tourisme. On en parle avec Hubert Vandeville, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Betterfly Tourisme, membre du comité d'administration d'ATD, l'association du tourisme durable. Danielle Cus, bienvenue également. Vous êtes experte en tourisme après avoir été notamment chef du pôle développement international du tourisme au ministère français des Affaires étrangères. Danielle Cus, le tourisme, on le sait, a été à l'arrêt avec la pandémie de Covid-19. Ça a été un coup terrible porté à l'économie de plusieurs pays, notamment en Europe, la Grèce, au Maghreb, la Tunisie. Quelle est la situation globale aujourd'hui, même si je sais que ce n'est pas toujours évident de faire un tableau exhaustif? Alors le tableau exhaustif, évidemment, on ne pourra le faire qu'à la fin de l'année, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a une relance absolument spectaculaire du tourisme dans le monde entier. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que l'expérience a montré que depuis 12 ans, le tourisme est toujours le secteur économique qui repart le premier après les grandes crises, comme on a pu en avoir, les grandes crises financières. Pourquoi les gens ont besoin de... Alors, les gens ont besoin, déjà, de toute façon, on dit toujours qu'après les guerres, avant la résilience, il y a les excès. Bon. Et c'est une bonne chose pour le tourisme, parce que ça veut dire qu'on a un besoin urgent d'air, de soleil, de loisirs, pour faire oublier les cauchemars là, dans ce qui nous concerne, des 2 années précédentes, et presque 3 années. Alors, évidemment, aujourd'hui, en plus, on est soumis à d'autres guerres, entre guillemets, la guerre climatique, la guerre au sens propre du terme en Ukraine, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans le monde. C'est quand même très, très, très déprimant. La crise énergétique est une des conséquences aussi de tout cela. Donc, les gens ont un besoin vital de sortir, d'aller ailleurs. Et comme en plus, pendant ces 2 années de Covid, il y a eu une sorte de... Enfin, ce que moi j'appelle l'épargne forcée, puisqu'on ne pouvait plus rien faire, bien que les prix aient augmenté, finalement... il y a un budget vacances. Il y a un budget vacances qui est même supérieur à celui qu'il était auparavant. Donc, ça repart et il paraît que les réservations pour l'arrière-saison sont spectaculaires. Alors, Hubert Vandeville, justement, vous, s'agissant de l'exemple français, disons-le, rappelons que la Méditerranée, on va en parler d'ailleurs dans ce grand angle, c'est la région la plus touristique du monde. La France a-t-elle réussi sa saison touristique et son arrière-saison qui commence? Oui, et d'après les retours que j'ai des acteurs avec qui on travaille, qui sont plutôt des hébergeurs, ça a été une saison très exceptionnelle. Et encore aujourd'hui, j'ai des retours sur, d'ici la fin de l'année, va prendre la suite en fait, du tourisme de loisirs, le tourisme d'affaires, les séminaires qui ont été bloqués pendant plusieurs années. Là, il y a un besoin de ressouder les équipes. Donc on le voit en France et en Europe, il y a vraiment une bonne performance du secteur qui quand même commence à serrer les dents ou appréhende cet hiver avec la crise énergétique. Mais pour le moment, les commandes sont vraiment très remplies. Après, le paysage est un peu mitigé. Je pense que vous allez me poser la question. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des phénomènes climatiques, pas qu'en France, qui ont beaucoup affecté certaines régions. Donc ça va être des spots touristiques qui ont souffert. La canicule, hein, vous parlez. La canicule, le stress hydrique, les incendies. Et du coup, c'est vrai que dans certaines localités, on peut voir une désaffection de camping, on peut voir une désaffection pendant certains horaires aussi et des lieux de visite. Et c'est vrai que ça va être très intéressant d'analyser les chiffres à la fin de l'année avec le prisme local plus que le prisme national. Alors, disons-le, sans doute celles et ceux qui nous regardent parfois, dorénavant, culpabilisent en prenant un avion. On parle d'un bilan carbone qui serait désastreux, surtout quand on fait des voyages au long cours. Est-ce qu'un tourisme lointain est raisonnable et raisonné? C'est possible, c'est envisageable? Alors, moi, je pense que c'est envisageable si d'autres facteurs sont pris en compte. Parce que je reproche toujours aux discussions sur le tourisme d'être en silo. C'est-à-dire, alors, les acteurs agissent en silo, les personnes qui raisonnent souvent raisonnent en silo. Il faudrait prendre l'ensemble du raisonnement. Alors, évidemment, si on fait un travail intéressant dans d'autres secteurs qui polluent autant, si ce n'est plus, que les transports. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut prendre un moyen de transport écologique et pas l'avion, mais après,
polluer beaucoup plus à l'arrivée. D'une autre manière, il faut qu'on fasse des économies dans tous les secteurs. Quand on sait que, par exemple, les émissions de CO2, vous savez que les vaches françaises, si on ne prend que les vaches françaises, leurs émissions de CO2, c'est égal à 15 millions de voitures. Bon, par exemple, quand on consomme, quand on regarde une vidéo en streaming, 1 heure de vidéo en streaming, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'un frigo. Bon, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on prenne tout en compte avant de dire il faut supprimer les avions. Et pour une raison aussi qui touche le tourisme directement, mais pas le tourisme en tant qu'industrie, mais le tourisme, les territoires, les destinations qui vivent du tourisme. Il faut quand même pas oublier que beaucoup de destinations touristiques dans le monde ne sont accessibles qu'en avion. Et que plusieurs pays qui malheureusement ont un niveau de pauvreté important, et je pense en particulier aux petits États insulaires par exemple, ou à certains pays qui ne sont pas encore en voie de développement suffisant, qui vivent du tourisme, si on supprime les vols, on les condamne à la famine. Alors sur quel autre levier on peut jouer? Parce que vous concrètement, vous avez un logiciel, je crois, où vous venez en aide à des hôteliers, à des restaurants notamment. Tout à fait, on aide les acteurs du tourisme au sens large, les destinations, les acteurs du privé, avec du chiffre. Déjà, si on prend l'impact carbone du secteur du tourisme, on a une chance, c'est qu'en France, on a une analyse qui nous a montré que 75% de l'impact à peu près vient du transport, dont un peu plus de la moitié de l'avion. Donc c'est vrai qu'en France, il faut se poser la question, si on veut réduire notre empreinte, de changer de mode de transport et peut-être se reposer la question du rapport au temps. Est-ce qu'on a besoin d'aller traverser l'Europe en 3 heures ou est-ce qu'on ne peut pas faire plusieurs stops en train de plus de 3 heures chacun et visiter plein de villes? Donc c'est vrai qu'après, on va sortir des chiffres et les chiffres ont le gros intérêt de cibler là où il y a le plus d'impact. Donc quand on va faire une analyse d'un restaurant, par exemple, ou d'un hôtel, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que le déplacement des visiteurs, mais il y a aussi, si je prends le restaurant, les plats alimentaires qui vont avoir de l'impact, ou si je prends l'hôtel, la gestion du linge, ça peut être le chauffage, les serviettes. 3, 4, 5 serviettes. Et c'est vrai que si on veut travailler sur un tourisme plus responsable, la première action à faire, c'est traquer les gaspillages et bien utiliser son outil de travail quand on est un professionnel. Là, on va faire des réductions de 10 à 20% en 2-3 ans, sans trop d'efforts, en faisant des économies. Pour moi, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, on va peut-être en reparler, c'est l'innovation. On a de la chance en Europe d'avoir 50% des visiteurs du monde qui sont en Europe. Et donc lorsqu'on innove, lorsqu'on crée quelque chose de nouveau, on n'a aucune difficulté à remplir son hôtel et remplir son restaurant. Est-ce que ça peut contrebalancer ces leviers dont vous nous parlez, les transports? L'avion, quand on prend, le transport, c'est 75% de l'impact. Donc contrebalancer, c'est quand même assez complexe. Ouais. Donc il y a des choix à faire. Donc déjà, si on culpabilise de prendre l'avion, est-ce que je peux essayer de trouver une autre solution? C'est pas tout ou rien. C'est pas tout ou rien. Il y a aussi, c'est pas tout ou rien. Il y a aussi quand même une nouveauté qu'on a vue d'ailleurs, je crois, dans peut-être pas toutes les calanques à Marseille, mais je crois que c'était celle de Sugiton qui est très fréquentée, avec un quota. Il fallait s'inscrire avec une appli, avec un contrôle. Est-ce qu'on commence à voir ça émerger, par exemple, sur les temples d'Angkor Wat à Simray, parce qu'il y a des pays qui commencent à lutter contre la surfréquentation? On commence au niveau mondial dans certains sites à justement contrôler les entrées. Avec des jauges. Voilà, avec des jauges. Parce que c'est toujours pareil, c'est un problème de curseur. Il faut savoir où on met le curseur, c'est pas tout ou rien. Il faut arriver à trouver grâce à d'ailleurs des interdictions au-delà des. Alors des interdictions, mais ça c'est un travail global qui est fait et il y a déjà énormément d'initiatives. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure là sur pourquoi ne pas aller se rendre dans une destination européenne en 2 ou 3 escales au lieu de le faire en avion. Ça c'est un bon moyen, parce que la question qu'on se pose ce soir aussi, c'est comment lutter contre le tourisme de masse. Ça, oui, forcément, alors ça c'est par exemple, c'est intéressant parce que on peut y aller en train ou en voiture avec 2 ou 3 escales. Et je voulais simplement signaler que il y a une initiative européenne qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle les itinéraires culturels européens. Justement, bâtir un itinéraire culturel qui permet de faire un voyage sur une thématique le long d'un certain nombre d'escales. Là, nécessairement, on le fait pas en avion, puisque le but du déplacement, c'est le nombre d'escales. Et ça, c'est un moyen non seulement d'éviter justement le déplacement en avion, et comme vous le dites, c'est effectivement c'est ce à quoi il faut arriver. Et en plus, ça permet de faire travailler ensemble des partenaires
qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et au-delà des frontières, c'est-à-dire entre les pays et les professionnels du tourisme, de l'industrie du tourisme, les acteurs locaux, des collectivités territoriales qui sont concernées et les associations culturelles. Et c'est là qu'il y a un autre enjeu, c'est le dernier kilomètre. Une fois qu'on arrive à la gare ou à l'aéroport, comment on va se déplacer sur la destination. Et c'est là encore qu'il y a tout à inventer, ce qu'on appelle des bulles de mobilité. On arrive à la gare et on a une solution de déplacement qui varie entre une voiture en location, au pire, ou même des vélos à assistance électrique, des vélos pas à assistance électrique, du lien avec les habitants qui peut se faire, de la marche à pied, des services. Et c'est là qu'il y a tout à inventer et les visiteurs sont en attente non pas de se complexifier le voyage en ne plus prenant l'avion, mais qu'on leur apporte des solutions pour faciliter le voyage. Et ce qui manque souvent aujourd'hui, c'est le fait d'acheter plein de billets de trajet entre l'avion, le tram pour aller au centre-ville, le taxi, le métro, etc. Et ce qui manque, c'est des outils. On achète tout le voyage du point de départ au point d'arrivée, voire même, idéalement, de partir de chez soi. On pourrait en reparler, mais peut-être la première aventure, c'est de prendre son vélo et de partir de chez soi directement et d'avoir les infrastructures qui nous conviennent. Alors, à condition de ne pas avoir 2 bébés à amener en bandoulière. Ah, bah, j'ai des amis qui le font. Non, oui, mais pas sur 500 km. Voilà. Non, peut-être pas. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. La Tunisie aussi a voulu revoir, lors de la Révolution, son tourisme et lutter justement contre le tourisme de masse et avoir un tourisme intelligent. Vous, il y a un autre exemple qui vous paraît très parlant, c'est celui de Venise avec ses paquebots. On se souvient de cet accident tragique. Vous dites là encore, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, sans mauvais jeu de mots. C'est pas pour autant qu'il faut mettre fin aux croisières, vous dites. Non, mais tout à fait. Il y a des croisières, il y a certaines compagnies qui font un travail important pour travailler justement sur leur empreinte carbone et sur le spectre beaucoup plus large de la durabilité. Il y a des idées qui sont toutes simples, comme par exemple, je ne sais pas moi, le carnaval de Venise, par exemple, au lieu de le faire sur 15 jours, on le fait sur 3 semaines. Bien, on dédensifie de ce fait la fréquentation et ça résout quelques problèmes. Je veux dire par là, il faut simplement réfléchir à comment faire différemment au lieu de simplement décider, on arrête. Alors sur ce sujet, je pense que l'important, c'est les indicateurs. Et notamment savoir qu'est-ce qui impacte le plus avec les bateaux de croisière, notamment les particules. Et là, il y a des moyens techniques qui existent et qui sont mis en œuvre par les... Voilà, merci beaucoup Daniel Kuss et merci à vous Hubert Vandeville de nous avoir aidé à y voir plus clair donc sur cette question en cette journée mondiale du tourisme. Pascal